C'est un homme dont la parole est rare. Il représente presque à lui seul la mémoire vivante de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Dans son mémoire, il se penche sur l'empire du Mali et collecte auprès des griots les récits de la tradition orale. À partir de là, il publiera son ouvrage le plus connu, Soundiata ou l'épopée mandingue. Ce soir, nous avons le grand honneur de recevoir l'historien guinéen Djibril Tamsir Niane. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Merci. On est ravis de vous recevoir. Bien. Alors, je parlais de cet ouvrage, petit ouvrage par la taille, grand ouvrage par son impact, Soundiata ou l'épopée mandingue, publié en 1960. Est-ce que vous aviez conscience, à l'époque où vous avez écrit ce livre, qu'il allait apporter une révolution, en quelque sorte, dans les récits historiques africains? Oui, effectivement. Au moment où j'écrivais Soundiata ou l'épopée mandingue, je savais que j'abordais un sujet nouveau. Mais quel allait être le destin de ce sujet? Cela, je ne le savais pas. Mais j'avais conscience que j'abordais un petit sujet tout à fait nouveau. Alors, quand on parle et quand vous parlez de sujets nouveaux, il faut peut-être effectivement repréciser que c'est l'histoire de la fondation de l'Empire mandingue, mais que pour écrire cet ouvrage, vous avez travaillé avec les griots. Et c'était quelque chose d'assez inédit à l'époque. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler de la sorte? Eh bien, il faut dire que, d'abord que je suis médiéviste. Je venais de terminer ma licence d'histoire. Médiéviste, j'ai proposé à mon professeur de traiter un sujet africain. Il m'a montré son étonnement. Il dit, un sujet africain sur le Moyen-Âge. À cette époque-là, il n'y avait pas d'écrit, me dit-il. Je dis oui, mais l'histoire du Mali s'est passée en Afrique. J'aimerais m'y rendre, poser des questions et savoir qu'est-ce que la mémoire populaire en a gardé. Il était d'accord. C'est ainsi que je suis allé en Afrique et me mettre en contact avec les griots que je connaissais déjà. C'est à partir de là que j'ai écouté l'épopée mandingue des griots. Quelque chose de fantastique, une histoire qui nous remonte au XIIIe siècle, racontée avec tous les détails possibles. Ceci m'a époustouflé. Alors donc, j'ai fait mon diplôme d'études supérieures sur le sujet de recherche sur l'Empire du Mali. Et aussitôt, j'ai commencé à écrire Soundiata. Et Soundiata est paru en 1960. Avec cet ouvrage, finalement, vous avez vraiment donné des lettres de noblesse, en quelque sorte, au travail des griots, parce que vous l'avez évoqué un petit peu à l'instant en parlant de votre professeur. À l'époque, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, on considérait que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Exactement. Parce qu'il y avait très peu de traces écrites de cette histoire. C'est ce à quoi vous avez été confronté avec vos enseignants à cette époque? Effectivement, il faut dire qu'à l'époque, nous sommes à l'époque coloniale, et l'Afrique était sous domination. Comme je l'ai dit, les colonisateurs considéraient que l'Afrique n'avait pas d'histoire écrite. Alors donc, m'étant intéressé à la tradition orale, j'ai trouvé que cette tradition est une tradition travaillée, une tradition qui passe de génération en génération par les griots. Je vous en prie. Oui, cette histoire donc est une histoire qu'il faut connaître et qu'il faut découvrir. Le récit de Soundiata montre bien que l'histoire est bien conservée et transmise. Il faut savoir qu'il y avait des écoles d'histoire pour les griots. Ils racontaient l'histoire, un enseignement codé, un enseignement très bien mené par les griots avec une pédagogie. Donc cette découverte a été essentielle pour moi. Et je me suis dit que voilà une source qu'il faut exploiter. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, plusieurs décennies après la parution de cet ouvrage, que le travail des griots et le travail sur les sources orales est considéré à sa juste valeur dans l'écriture de l'histoire? Ben jusque-là, on n'avait pas de considération pour les griots. Mais après la parution de Soundiata, ceci a été
une relance de la tradition orale. La tradition orale a pris toutes ses dimensions. C'est ainsi que 2 ans après, dans les années, en 1964, l'UNESCO, à la demande même des États africains, a lancé plusieurs campagnes de collecte de tradition orale. Je vous dis ici, ce ne sont pas les Africains qui étaient en tête. En tête, c'était les Européens qui, découvrant la tradition orale, se sont mis à faire une collecte intensive. Alors donc voilà. Vous qui êtes un historien parmi les plus grands noms de l'histoire de ce continent africain, je pense notamment à Joseph Kizerbo, que vous avez connu, je pense à Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux jeunes générations d'historiens? Aux jeunes générations, d'abord il y a une transformation. La transmission de l'histoire ne se fait plus comme cela se faisait par le passé. La tradition historique est devenue une source, un fondement pour l'histoire. L'histoire se transmet aujourd'hui à travers l'écrit. Ce sont les enseignants africains, les professeurs, les instituteurs qui transmettent l'histoire. Alors que dire aux jeunes générations aujourd'hui? Il faut s'approprier l'histoire africaine. Il faut travailler l'histoire africaine. C'est un champ libre pour les Africains aujourd'hui. Cela fait 50 ans que nous sommes indépendants. L'Afrique a ses traditions, l'Afrique a son histoire, et il faut que je participe à l'élaboration de l'histoire, à participer dans l'élaboration de l'histoire africaine. Et ceci à travers toutes les actions. Il faut qu'ils soient à la hauteur aujourd'hui des jeunes qui peuvent hisser leur pays au niveau le plus élevé. Alors j'ai une question à vous poser à ce sujet, ce sera ma dernière question, il nous reste peu de temps. Vous êtes à Paris aussi parce que vous participiez aux 70 ans de cette grande maison d'édition, Présence africaine, que vous avez connue au tout début, vous avez connu tous les fondateurs. Et justement, elle servait aussi à ça, à faire prendre conscience à toute une génération de l'importance de l'histoire des peuples africains et donner une conscience au peuple noir. 70 ans après, est-ce que vous pensez que ce projet est toujours d'actualité, plus que jamais? Ce projet est d'actualité. C'est en 1949 que Alioune Diop a créé la maison d'édition Présence africaine. Pourquoi Présence africaine? Nous sommes à l'époque coloniale. Tout le continent africain et tous les pays étaient sous domination étrangère. L'Afrique n'était pas présente sur la scène internationale. D'où l'idée pour Alioune Diop de créer Présence africaine pour marquer la présence de l'Afrique et lui donner la parole. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais plus que jamais, il faut se battre pour confirmer ce qui est acquis. Nous sommes indépendants depuis 50 ans, mais vous savez que jusqu'à présent, la domination étrangère pèse sur l'Afrique, même si nous sommes indépendants. Merci beaucoup, professeur Djibril Tamsir Niane, écrivain, historien, mémoire du continent. Je rappelle que le 7 novembre à Dakar, vous recevrez le Grand Prix Yasser Arafat pour la paix et la liberté, prix remis par l'Association des écrivains sénégalais. Merci beaucoup, nous étions honorés de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'être venu.